Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les élus, j'aperçois Monsieur le Président du tribunal de commerce, la procureure de la République, Mesdames, Messieurs de la presse, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, de l'agriculture, le Président de la CCI va nous rejoindre également, Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, Messieurs les chefs de corps du 1er et 35e, Mesdames, Messieurs les représentants des forces de sécurité, gendarmerie, de police, j'ai envie de dire Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, parce que j'en oublie à cet instant nécessairement. J'aperçois Monsieur le vice-président, le président de la CAF des Hautes-Pyrénées. Mesdames, Messieurs, chers amis, moi c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ici, pour vous présenter donc mes meilleurs vœux pour cette année 2023, pour vous et pour vos proches. Vous remercier d'être venus et remercier le lien, parce que je ne sais pas où elle est passée, mais effectivement c'est un lieu très intéressant, j'ai envie de dire exemplaire, d'avoir transformé en quelques mois une friche industrielle en un lieu d'éco-quartier, de partage, de développement économique et de projets d'entreprise. Et puis pour nous autres élus, le lien c'est aussi très symbolique, parce qu'au fond c'est le cœur de notre mandat. Faire le lien entre les citoyens et les experts, le lien entre les entrepreneurs, les administrations, les associations. Et puis quand on est parlementaire, le lien entre les citoyens des Hautes-Pyrénées et donc Paris. Alors voilà désormais 7 mois que les habitants de la 2e circonscription m'ont accordé leur confiance, qui m'oblige et m'honore tous les jours. Et je voudrais redire que je me suis présenté à cette élection avec, bien sûr, la volonté de défendre le projet du président de la République, et en même temps, comme dirait l'autre, être utile ici, être utile maintenant, avec les élus locaux, en bonne intelligence, et je veux dire le plus grand respect que j'ai pour eux, beaucoup sont ici, je vous remercie, et vous dire aussi le plaisir que j'ai, depuis 7 mois, de m'avoir adopté, de m'avoir accueilli pour travailler ensemble dans l'intérêt du territoire et par-delà les clivages politiques, c'est vraiment ça qui est l'essentiel. Alors je ne suis pas seul dans ce travail, je remercie beaucoup, très chaleureusement, Gaël, Brigitte et Georges, qui sont venus exprès de Paris d'être là avec moi, de m'accompagner dans ce travail exigeant de tous les jours. Je remercie aussi les amis, la famille, les militants de Renaissance, j'en vois ici, et qui font un travail aussi discret qu'utile pour notre démocratie locale. Je veux vraiment les remercier du fond du cœur. Et si je vois le plus jeune d'entre eux, qui est là, Baptiste, 8 ans, d'Orsbélil, que je remercie vraiment parce qu'il m'a fait un très joli dessin. Et je vous annonce que ce Baptiste, dans quelques années, il sera à ma place à ce pupitre, n'en doutez pas. Voilà. Alors le contexte que nous connaissons, le contexte international est très incertain, il est grave. La guerre est revenue sur notre continent européen. Il y a un peuple ukrainien qui a refusé l'esprit de défaite et qui se bat pour sa liberté avec beaucoup de courage, ce qui force notre respect et notre admiration. Et au fond, quand l'essentiel est en jeu, je me tourne vers les colonels et commandants de nos 2 régiments. Notre chance d'avoir ces 2 régiments ici, eh bien, c'est vers nos armées que nous nous tournons. Alors en 2023, va se tenir une loi de programmation militaire à nouveau. Ils savent qu'ils peuvent compter sur mon relais. Les annonces ont été faites ce matin même par le président de la République, non loin d'ici à Mont-de-Marsan. Et j'espère, en tout cas il me l'a dit, que nous aurons la visite de notre ministre des Armées à Tarbes cette année. Et au-delà de l'armée, c'est effectivement tout un écosystème aussi d'entreprises. GIAT, les anciens GIAT, les entreprises sur notamment les canons César, dont une partie sont faites ici. Alors la guerre emporte des conséquences sur les migrations. J'aperçois certains qui ici s'occupent de l'accueil, en particulier d'accueil des Ukrainiens à Lourdes. Mais la guerre emporte des conséquences économiques et sociales, et nous subissons depuis plusieurs mois un choc externe d'inflation qui est massif sur les prix de l'énergie. Alors, des mesures ont été prises très tôt pour en amortir le choc. On s'en tire avec un chiffre quand même de 6% d'inflation en France quand on est à 10 dans les autres pays de la zone euro, ce qui est pas mal quand même, d'un écart de 4 points, mais ça n'enlève rien du tout aux difficultés éprouvées. Aussi, dès cet été, ça a vraiment été la priorité du gouvernement et de la nouvelle Assemblée nationale, ça a été de prendre des mesures fortes pour lutter contre cette inflation
et pour défendre le pouvoir d'achat. D'abord le bouclier tarifaire, ensuite des mesures sur la revalorisation des retraites, sur le triplement de la prime pouvoir d'achat, la suppression pour tous les Français de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle, 12 millions de foyers qui bénéficient d'un chèque énergie de 100 ou 200 euros selon des critères de revenus. Et en 2023, ce bouclier est prolongé, avec capé à 15%. Il faut savoir que ce serait 120 s'il n'y avait pas d'action. Et pour nos entreprises et pour nos collectivités, des dispositifs également ciblés. Monsieur le directeur des finances publiques, vous êtes par là, mais il me disait qu'effectivement, il y avait un sujet d'accès à ces dispositifs, donc il faut les faire connaître. Je sais qu'on fait ce travail, il faut le faire plus encore. Tout n'est pas automatique dans les demandes, donc c'est vraiment un appel aussi pour les entreprises et pour les collectivités territoriales qui aussi subissent ce choc, sont soutenues sur le volet investissement, mais aussi sur le fonctionnement avec un filet de sécurité. Mais là encore, je ne minimise pas l'impact de cette crise. Alors, ce que nous ont appris, au fond, ces crises Covid, puis désormais le retour de la guerre, ça nous apprend une chose, c'est qu'à défendre chèrement notre indépendance sur des intérêts vitaux, sur des intérêts stratégiques, et bien sûr l'agriculture, l'alimentation, l'industrie, l'énergie, la culture. Et c'est bien là le fil directeur de notre politique, à différentes échelles, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, à l'échelle locale que nous défendons. Mais pour cela, il ne s'agit pas de fermer les frontières. Ce que voudraient faire nos collègues du Rassemblement national, ce serait une grave erreur. D'abord, parce qu'on a de belles et grandes entreprises exportatrices sur le territoire. Je veux citer une qui a fêté ses 100 ans en 2022, SCT, qui est vraiment un fleuron, qui exporte dans le monde entier des dispositifs médicaux implantables, aussi pour notre attractivité touristique. Et puis parce qu'on a réussi depuis plusieurs années à recréer de l'emploi industriel dans notre pays, à réattirer des investissements étrangers. C'est une politique qu'on veut consolider. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix, qui n'était pas évident, mais qui était celui de prolonger la baisse des impôts de production, qui fonctionnait un petit peu comme une subvention aux délocalisations dans notre pays. Et ça a été un engagement tenu pour cette année 2023. Sur le plan touristique, à la fois de plaine, de montagne, et puis bien sûr Lourdes, qui occupe une place toute particulière avec un plan dédié, et je remercie l'État de nous accompagner dans ce déploiement et dans sa mise en œuvre. Sur le plan de l'indépendance énergétique aussi, on a une grande chance sur le territoire, c'est d'avoir des centrales hydroélectriques. Le préfet le disait lors de ses vœux la semaine passée. Et c'est aussi, ces centrales, une partie de la solution pour nos agriculteurs. J'en vois certains, je ne les ai pas salués, mais je les vois, la FDSEA, la coordination rurale qui sont là, pour nos agriculteurs. Et là, vous pouvez compter sur nous pour essayer cette année de travailler à des solutions pragmatiques, y compris avec l'institution Adour, pour les accompagner parce qu'ils sont en première ligne face au dérèglement climatique. Sur les centrales hydroélectriques, j'y reviens d'un mot, on a un sujet en 2023 aussi pour les accompagner, pour l'évolution du cadre législatif européen, pour desserrer la contrainte un peu des concessions et pour relancer les investissements. En tout cas, on va s'y employer avec plusieurs autres collègues et c'est un sujet de politique publique que nous ne laisserons pas aux oppositions. Alors, les deux grandes conditions, en fait, pour mener à bien cette politique et la réussir, cette politique d'indépendance et de souveraineté, eh bien, c'est deux grandes conditions. La première, c'est de regarder en face les grandes transitions telles qu'elles sont. La transition écologique en tout premier lieu. Et la deuxième, c'est le travail et c'est l'emploi. Alors, sur la première, sur la transition écologique, on la voit et on a lieu ici qui le montre, c'est aussi une opportunité. On a ce sujet des règlements climatiques qui est devant nous, 1,5 degré au mieux à la fin du siècle, qui nous impose de réduire par 2 nos émissions carbone en 2030. Donc ça veut dire demain matin. Donc avant l'État fait des politiques publiques, c'est aussi chacun de nous, dans ses pratiques et dans sa vie quotidienne, de revoir un peu ses pratiques. Alors, récemment, nous avons voté à une très large majorité, c'était le cas au Sénat et à l'Assemblée, un projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Alors, contrairement à ce qu'on entend, c'est toutes les énergies renouvelables, pas seulement l'éolienne terrestre. Enfin, je ne suis pas fâché de vous dire que je suis assez content qu'on n'ait pas de vent dans les Pyrénées pour éviter d'avoir des éoliennes. Mais je ferme la parenthèse. Non, sur l'hydroélectricité, sur le nucléaire, bien sûr. L'agrivoltaïsme aussi, qui est un sujet que nous poussons, qui est aussi une source de revenus supplémentaires pour nos agriculteurs. Et puis sur ce sujet, comme sur d'autres, c'est faire confiance au terrain, faire confiance aux élus locaux,
qui seront au centre de cette planification. Sur les énergies, l'enjeu c'est de retrouver là aussi notre indépendance. 65% aujourd'hui de nos énergies sont importées. Donc l'accélération dans le développement des énergies bas carbone, la rénovation thermique des bâtiments publics et privés avec ma prime rénov', le fonds vert et puis des incitations aussi qui sont poursuivies sur les transports. Je veux dire un dernier mot enfin du sujet de la biodiversité, qui est un sujet qui est lié en fait au sujet du réchauffement. Et parfois on a tendance à travailler séparément, c'est une erreur. Mais pour autant, et c'est un peu le message que je veux dire ce soir sur ce sujet de la biodiversité, c'est que nos chasseurs, nos pêcheurs, nos agriculteurs sont aussi une partie de la solution sur ce sujet. Et que je me bats, je vous le dis franchement, contre une forme de fausse écologie extrémiste qui consiste à mettre la nature sous cloche, ou la montagne sous cloche. Or, évidemment, l'homme a besoin de la nature, mais la nature a besoin de l'homme aussi, bien sûr. Et donc, très concrètement, et je le dis sans détour, sur les prédateurs, et sur le loup en particulier, nous sommes au début d'une phase peut-être de colonisation, qu'il est peut-être encore temps de stopper. Pour cela, il faut qu'on aille chercher des modifications de règles législatives sur la doctrine d'emploi de la brigade d'intervention, quand même, que nous avons eue. Ça, c'était une des grandes avancées 2022 sur la brigade loup, mais les modalités d'intervention sont trop restrictives. Sinon, et c'est le discours de vérité que nous tiendrons, hein, je ne suis pas là, je ne ferai pas de démagogie à l'égard de nos éleveurs, ça veut dire qu'il faudra nous y adapter à cette nouvelle présence, et ça remettrait en cause notre modèle agro-pastoral bigourdan, qui fait aussi la beauté de nos estives. Donc ça, c'est un combat de ce premier trimestre que nous menons, et encore tout récemment, nous avons réécrit au ministre sur ce sujet. Alors la deuxième grande condition, c'est le travail, et c'est l'emploi. Peut-être une chose qu'il faut rappeler, c'est une valeur que nous portons, nous sommes fiers de porter. Et là-dessus, vous dire que c'est notre fil rouge depuis 2017. Nous avons diminué de 9 à 7 le taux de chômage dans notre pays. C'est le plus bas depuis 15 ans, le plus bas pour les jeunes depuis 40 ans. C'est 1 million d'emplois créés aujourd'hui depuis 2017. Et rien qu'en 2022, c'est 800 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés. Ça veut dire que le plein emploi, qui était devenu un vœu pieux, est redevenu à notre portée. Mais on sait que plus on va s'approcher du plein emploi, plus ce sera difficile. Et je sais, les tensions de recrutement, je pense aux hôteliers lourdais, mais pas que, je vois aussi le représentant de la Fédé du bâtiment qui est là, et bien plus ce sera difficile, parce qu'on va chercher nos concitoyens qui sont plus éloignés de l'emploi et qu'il faut aller chercher. Je salue le service public de l'emploi, Pôle emploi, l'ADAPI, les missions locales qui font vraiment un très gros travail là-dessus. Mais vous dire que là-dessus, nous, on a abordé le sujet sans idéologie, en s'attaquant à toutes les causes en même temps. Les sujets de formation professionnelle, le sujet des conditions de travail et de rémunération dans certains secteurs, et puis les règles de l'assurance chômage pour qu'elles ne soient pas un frein à la reprise d'emploi. Et c'est aussi comme ça, à mon avis, qu'il faut aborder la réforme des retraites. J'en dis un mot, parce que au-delà du sujet du financement du système, c'est aussi une manière de vouloir augmenter la quantité de travail dans notre économie, sachant qu'on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre sur les impôts, on n'en a plus beaucoup sur la dépense publique. Pour ces deux catégories-là, on est vice-champion du monde, quand même, et on est dans un contexte d'une dette publique de 3 000 milliards d'euros, 113% du PIB, et je ne peux pas vous dire que ça me désintéresse totalement comme commissaire aux finances, dans un contexte de remontée des taux d'intérêt aussi. Alors, cette réforme des retraites, j'en dis un mot. Bon, d'abord, vous dire que sur ce sujet, je ne vais pas me cacher sous la table. D'abord, parce que ce n'est pas mon tempérament. Et puis, parce que je crois vraiment que c'est une réforme de justice et de solidarité. Alors, on ne mésestime pas du tout l'effort qui est demandé. Et on entend parfaitement les mécontentements qui peuvent s'exprimer, effectivement, sur le fait de travailler progressivement un peu plus longtemps. Je signale que, en fait, on va arriver plus vite à ce qui était la réforme de 2014 des 43 années. Mais c'est aussi une réforme qui a des mesures d'accompagnement très importantes. Non seulement on maintient, mais on améliore le dispositif dit des carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler tôt. Les trimestres pour les proches aidants familiaux, les trimestres pour les congés parentaux seront pris en compte. L'usure professionnelle, qu'on appelle aussi la pénibilité, est pris en compte avec un fonds dédié d'1 milliard d'euros. Et puis, peut-être le plus important, c'est une réforme pour le pouvoir d'achat des retraités et des futurs retraités avec une
pension minimale qui va atteindre 85% du SMIC au moment de la liquidation et qui ne va pas concerner que les futurs retraités, mais les retraités actuels aussi. Voilà, alors contrairement, on entend beaucoup de bêtises sur ce sujet, chaque euro cotisé dans le système financera bien que les retraites. Ça, c'est important, je pense, de le redire. Et les retraités actuels ne sont pas concernés par la réforme, si ce n'est pour des mesures d'amélioration, de revalorisation que je citais tout de suite. Voilà, donc je sais qu'il y a des partenaires sociaux, je sais que les uns ou les autres sont pas totalement alignés là-dessus, mais je veux saluer le travail qui a été fait pendant de longues semaines, parce que les avancées qu'il y a dans le texte aujourd'hui par rapport au texte de la campagne législative, et le texte qui est aujourd'hui présenté lundi au Parlement a beaucoup évolué. Et évidemment, le vœu que je forme, c'est dans les prochaines semaines, nous ayons un débat de digne de ce nom au Parlement et pas juste de l'obstruction. Donc ça, nous verrons très vite. Alors, je veux finir et développer, au fond, ce qui est maintenant le point peut-être le plus important de mes vœux, parce que c'est au fondement de mon engagement à la fois professionnel et politique, c'est la défense des grands services publics. La défense des grands services publics, parce qu'en France, l'État est notre nation. C'est ce qui nous tient. Et je pense qu'au-delà des clivages, on oublie parfois la chance que nous avons dans ce pays d'avoir des agents publics engagés, investis dans leur métier. Vraiment, je pense qu'il faut leur rendre hommage, que ce soit les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires des hôpitaux. Ils sont le dernier kilomètre de l'action publique. Je peux vous dire que nous autres élus, sans eux, nous ne sommes rien du tout. Et dans les crises, la crise sanitaire, encore là sur la crise des prix de l'énergie, on a pu compter sur les agents des impôts pour être au plus près des entreprises, on a pu compter sur nos forces de sécurité, on a compté sur nos professeurs pour tenir les écoles ouvertes le plus longtemps possible, et on a compté évidemment sur nos soignants. Alors, dans les prochaines semaines, va se mettre en application la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui a pris exemple, en fait, ce qu'il faisait sur nos armées. Concrètement, j'aperçois le colonel de gendarmerie, que je n'ai pas cité en liminaire, j'en suis désolé, 2 brigades supplémentaires en 2023, enfin je ne sais pas si ce sera vraiment 2023, mais en tout cas, la mise en œuvre de ces nouvelles brigades, par exemple. Je veux insister d'un mot sur l'école et la santé, sont au fondement du pacte républicain de l'égalité des chances. Sur l'école d'abord, en 2023, on dirait enfin, aucun professeur ne commencera sa carrière à la rentrée avec moins de 2000 € net par mois. Bon. Il y a aussi une logique de revalorisation de l'ensemble de la grille et un effort plus particulier qui a été voté dans la loi de finances sur ceux qui accompagnent les personnes, les enfants en situation de handicap qui seront revalorisés de 10%. Mais au-delà des moyens financiers, je crois profondément sur ce sujet, comme sur d'autres, à la nécessité de faire confiance au terrain et de nous saisir de ce qui est un nouveau fonds d'innovation pédagogique. Par exemple, dans le département, je vois Monsieur le Président de la communauté de communes de Val d'Adour qui mène un projet innovant, expérimental, alors forcément qui suscite des interrogations, des inquiétudes, mais il est, je trouve, intéressant et à titre personnel, je le dis, je le soutiens, pour revoir un petit peu l'approche entre le 3e cycle et le collège. Voilà un exemple. Et j'appelle les uns et les autres, vous autres, les maires, à faire écho auprès des services de l'éducation nationale pour se saisir de ce fonds, parce qu'on va transformer notre école que si on la transforme par le terrain. Ça, j'en suis intimement convaincu. S'agissant de la santé, alors la santé, c'est quoi? Un rendez-vous sur 4, un rendez-vous sur 5 à la permanence sur ces sujets d'accès aux soins. Nous avons face à nous un sujet de mur démographie médicale, ça c'est une réalité partout dans le pays, et des pratiques professionnelles qui ont bougé. Mais je le dis ici sans détour et devant Monsieur le Président de la communauté médicale d'établissement de l'hôpital de Tarbes et de Lourdes, nous avons la chance d'avoir un soutien massif de l'État à 70% de financement pour rénover, transformer un nouveau plateau technique d'un hôpital commun pour améliorer la quantité d'offres de soins et la qualité et la sécurité de l'offre de soins. Et le projet médical que vous avez la lourde charge de construire par grande filière de soins se construit dès aujourd'hui, ce ne sera pas à 2026, eh bien, il est fondamental, indispensable, parce qu'il va répondre, je crois, très profondément aussi à permettre de réattirer de nouveaux médecins. Et je sais, maintenant les députés sont membres de droit du conseil de surveillance, donc je serai assidu
et je serai très attentif à cela. Déjà, une première victoire que nous avons eue fin 2022, grâce à l'intervention conjointe que nous avons faite avec le maire de Tarbes et le maire de Lourdes, les hôpitaux gériatriques de l'Aiguerotte et de la Bastide sont labellisés hôpitaux de proximité, ce qui nous permet d'avoir des lits de médecine gériatrique. On doit consolider aussi, c'est un sujet, la filière de soins palliatifs. À l'Assemblée, vous savez, on a des groupes de travail. Donc j'évoquais tout à l'heure, je suis vice-président du groupe montagne et pastoralisme sur le loup, mais je suis aussi secrétaire sur le groupe santé mentale. Et le sujet du décloisonnement du psychiatrie et du somatique est un enjeu fondamental sur lequel, pas qu'ici, on a pris beaucoup de retard dans notre pays. Et moi, je serai très attentif dans le projet commun de Tarbes-Lannes, Lourdes, que ce sujet ne soit pas oublié. Par ailleurs, sur la santé, avec un volet prévention, sur le thermalisme, où j'ai repris la vice-présidence de ce groupe, parce qu'on a un enjeu à la fois de défendre notre modèle thermal. On a eu un peu chaud dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale cette année avec des fausses bonnes idées de remettre en cause le remboursement des cures. Mais au-delà de l'aspect médical et préventif, on a aussi un enjeu sur le territoire, sur nos établissements thermaux, de travailler à ce qu'ils se rapprochent. Et c'est un sujet sur lequel nous serons avec le sous-préfet facilitateur. Sur le premier recours, enfin, je vais vous dire, parce que c'est un enjeu, je sais ici, je le dis avec beaucoup de Tarbais en particulier qui n'ont pas de médecins traitants, des assistants médicaux pour dégager du temps, c'est 4 000 à 10 000 assistants médicaux d'ici fin 2024, un contrat de début d'exercice pour libérer des tâches administratives, et nous avons un enjeu, et nous serons aussi aux côtés de l'ARS, des élus Tarbais et de Lourdes, pour aboutir sur des centres de soins non programmés pour soulager nos urgentistes. Et puis avec d'autres collègues, je finis par là, nous poussons l'idée que pour que la promesse de lever le numerus clausus soit pleinement appliquée, bien, il faut qu'on forme plus de médecins, et pour en former plus, probablement qu'il va falloir en former en ville, pas seulement à l'hôpital. C'est une idée que je porte et que j'espère que nous ferons aboutir cette année. Alors je conclus ce discours avec, au fond, un appel à l'engagement, et l'engagement des plus jeunes en particulier, parce que nous savons, 2022 a été une année à nouveau d'élections, nous vivons une blessure démocratique qui est très profonde. L'abstention, c'est un électeur sur 2, y compris sur des élections aujourd'hui nationales. Et beaucoup des électeurs qui se rendent aux urnes se tournent vers les votes extrêmes. Je pense que ce constat-là n'est pas une fatalité, ni pour le pays, ni pour les Hautes-Pyrénées. En tout cas, pour ma part, je ne m'y résous pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous autres ici, chefs d'entreprise, responsables associatifs, directeurs d'administration centrale, élus évidemment, nous avons une grande responsabilité dans ce sujet, parce que, y compris dans nos prises de position, dans nos discours, de mettre aussi l'accent sur le positif de ce qui se fait. On peut expliquer, et on est là pour ça, régler les problèmes, mais aussi le positif, faire tomber, c'est très important, cet esprit de défaite qui peut nous gagner de temps en temps, et permettre à chacun de s'engager. C'est ça la promesse initiale, qui était celle d'Emmanuel Macron en 2017, et du mouvement qui le porte. C'est de casser ces barrières qui sont invisibles, mais bien réelles, entre les citoyens et le pouvoir. Et donc, d'aller chercher des gens nouveaux, renouveler les pratiques, renouveler l'engagement politique, associatif. Je ne parle pas ici que de politique, bien évidemment. Et c'est le sens de ce que nous voulons faire avec ce Conseil national de la refondation. C'est un outil, hein, voilà. Et donc, il faut s'en saisir. Je vous invite à vous en saisir. Voilà, le futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Que disait Bergson, je pense que cette phrase-là, elle est d'une actualité très forte aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite vraiment à chacune et à chacun une très belle année et très heureuse année 2023. Je vous remercie vraiment d'être là.